Yo tout le monde, c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de Kimetsu no Yaiba. Allez voir l'épisode, absolument. Je démarre directement par là, allez voir l'épisode, lien en description. Il faut le voir, absolument. C'était incroyable. Franchement, c'est l'un des épisodes les plus incroyables qu'on ait eu jusqu'ici. En tout cas, je trouve. Alors, beaucoup ont kiffé effectivement l'épisode avec Zenitsu. Mais là, on est encore un épisode d'un niveau mais tellement haut, c'est oufissime. Franchement, Kimetsu no Yaiba, il n'y a pas à dire. Ils savent nous enflammer, j'ai envie de dire. Hein. Et petite référence à l'épisode même. Donc on va un petit peu en parler parce qu'il y a plusieurs choses assez intéressantes finalement dans cet épisode-ci. Alors on avait Tanjiro qui était dans une situation assez compliquée contre le fils, j'ai toujours pas retenu le nom des démons, hein, je suis désolé, et qui eh bien, avait un petit peu du mal parce que son sabre notamment s'était brisé face aux fils du fils qui sont très très résistants. Et à partir de là, eh bien malheureusement pour Tanjiro, il n'a pas vraiment l'avantage et le démon décide de l'attaquer de plein fouet avec les fils, mais c'est Nezuko qui vient s'interposer. Donc Nezuko intervient enfin. Elle a enfin senti en fait que son frère finalement était en danger de mort et c'est pour ça qu'elle est intervenue maintenant. Ça fait quelques épisodes que j'ai dit, bah tiens, Nezuko, elle est toujours dans sa boîte, on la voit toujours pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, elle apparaît enfin, j'ai envie de dire, pour sauver Tanjiro, pour sauver son grand frère, sauf que bah c'est un petit peu compliqué là pour le coup, parce qu'elle est vraiment coupée de partout, hein, j'ai envie de dire, on voit directement que les fils finalement sont très très résistant et que on n'a pas n'importe quel démon en face de Tanjiro là pour le coup. D'ailleurs on apprend un petit peu plus tard que c'est lui la lune démoniaque. Bon on s'en doutait un petit peu du coup vu ce qu'on avait vu auparavant et que toute la famille était battue. C'est vrai qu'on se doutait un petit peu du truc mais là effectivement on a la confirmation que c'était une des 12 lunes démoniaques, donc le plus grand adversaire au final que Tanjiro ait eu devant lui, et vu sa situation c'est très très compliqué. Alors début d'épisode on a directement un petit conflit euh, qui arrive tout simplement parce que eh bien on a l'opposition en fait de ce qu'est une famille, de ce que sont les liens au final familiaux chez les gens. C'est-à-dire que Tanjiro, lui, voilà, il considère Nezuko comme sa sœur. Bon, c'est évident vu que c'est sa sœur, mais on voit directement que ses liens par rapport à elle sont très différents des liens que peuvent avoir la famille de démons entre elles. Parce que au final, pour le fils, les démons, c'est juste les parents protègent les enfants et les enfants protègent encore les enfants mais qui sont plus jeunes. En gros, ça fonctionne comme ça. Et puis c'est tout. Et chez Tanjiro, ça va en fait dans les deux sens. C'est là qu'on voit que les liens sont complètement différents. Et d'ailleurs, bon, depuis le début, on s'en doutait, hein, parce que les liens familiaux des démons, au final, de cette famille de démons en tout cas, on se doute bien qu'ils sont pas très très ouf. Dans le sens où on a le père qui martyrisait la mère et on a le frère qui martyrisait la sœur. Donc bon, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, tu vois bien que la famille, elle se tient pas vraiment comme une vraie famille. Et du coup, le fils il décide de vouloir choper Nezuko, de la prendre avec lui. Alors pour en faire quoi? Bonne question, peut-être pour en faire une espèce de nouvelle sœur, hein. Même si, bon, Nezuko, c'est pas un démon comme les autres, dans le sens où elle est. Même si elle se maîtrise pas vraiment, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a son truc dans sa bouche, elle est quand même toujours avec Tanjiro et elle sait quand est-ce qu'il faut protéger Tanjiro, etc. Elle lui ferait pas de mal en soi. Bon, on est obligé de garder son truc dans sa bouche parce que à tout moment elle peut, on va dire, être sous l'emprise du sang et vouloir bouffer Tanjiro, mais en tout cas, elle sait très bien que c'est son frère et qu'il faut qu'elle le protège, etc. Donc déjà de ce côté-là, on voit un petit peu l'opposition qu'il y a et qui était assez sympa parce qu'ils avaient déjà introduit ça dans le dernier épisode. Bon, je vais pas reparler du côté de Zenitsu qui se fait un petit peu soigner. On voit d'ailleurs qu'il y a plein, au final, de chasseurs de démons qui sont arrivés dans la forêt et qui commencent à sauver un petit peu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, donc il va très certainement y avoir beaucoup de morts, hein, beaucoup de gens qui vont pas forcément résister. D'ailleurs, on a Gyu qui aussi quitte au final le champ de bataille apparemment. Bon, je suppose qu'il va rejoindre Tanjiro, mais en tout cas, il a quitté Inosuke. D'ailleurs, il a même protégé entre guillemets Inosuke parce que Inosuke voulait se battre. Sauf que il est tellement blessé qu'il peut plus se battre. Et Gyu
là au final enroulé, il a empêché de bouger, et puis bon, ça plaît pas vraiment à Inosuke, mais au moins il pourra pas plus se blesser. Bon, on retourne du côté de Tanjiro parce que c'est là qu'on a eu le plus intéressant. J'ai envie de dire, bon, Tanjiro il est en mode il faut absolument que je protège ma sœur. Bon, c'était la situation que j'attendais vraiment. J'en parle depuis pas mal d'épisodes. J'attends la situation où Tanjiro va s'énerver ou bien Nezuko va s'énerver. J'attendais une situation comme ça pour voir vraiment ce qu'ils valent dans une situation critique parce que jusqu'ici, bon, on a eu des combats qui étaient sympas, des combats qui pouvaient être compliqués en soi, mais on n'a pas eu de situation critique comme celle qu'on a dans cet épisode-ci, et du coup, bah, on voit que Tanjiro déjà il réfléchit encore une fois à tout ce qu'il peut faire. D'ailleurs, il décide d'utiliser sa dixième technique, qui est le dragon d'eau, bon je sais plus le nom exactement, mais qui est en fait un dragon d'eau tout simplement. Il décide d'utiliser ça, mais il se rend bien compte que même avec ça, ben, malheureusement ça ne suffira pas. Et là il repense un petit peu à son passé, et notamment à son père qui utilisait la danse du feu, si je ne me trompe pas sur le nom, et qui en fait dansait pour pouvoir utiliser une technique de feu finalement, et pouvoir être vraiment efficace. Donc déjà on a vu un petit peu justement le père de Tanjiro qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'ici. On a appris que les boucles d'oreilles de Tanjiro venaient de là, bon même si on le savait déjà un petit peu vu le flashback qu'on avait eu il y a quelques épisodes. Et surtout, on apprend que son père avait développé en soi une technique de respiration pour ne pas être fatigué quand il danse. Et bon, on sait que notamment les techniques de Tanjiro et tout, et les techniques même du père de Tanjiro du coup, utilisent énormément des espèces de danse, parce qu'en soi c'est des mouvements, etc. Donc quand tu danses, t'as des mouvements et tu peux vite être fatigué. Ben ici, le père de Tanjiro avait développé une respiration, enfin une technique de respiration pour pouvoir danser, on va dire, en illimité sans forcément être fatigué. Et Tanjiro repense un petit peu à tout ça, et du coup il décide d'utiliser la même tactique, histoire d'utiliser la technique de son père au final, donc la danse de feu. Bon, déjà ça veut dire que Tanjiro n'est pas en soi seulement un utilisateur de mouvements d'eau, parce qu'ici il utilise quand même un mouvement de feu, donc peut-être qu'il va pouvoir maîtriser un petit peu les deux, on verra bien. Peut-être qu'il va apprendre à un moment donné à utiliser un petit peu justement des pouvoirs de feu, enfin des mouvements de feu par rapport aux mouvements d'eau. Ça peut être intéressant, surtout que on risque de croiser d'autres adversaires qui vont avoir des pouvoirs de feu, des pouvoirs d'eau, des pouvoirs de machin. Donc si lui arrive à maîtriser plusieurs sortes, je sais que c'est pas vraiment des pouvoirs parce que c'est plus une représentation, etc. Mais on se comprend quand je dis ça, bien évidemment. Et c'est vrai que si lui arrive à utiliser plusieurs techniques comme ça, ça peut être hyper intéressant selon les combats. Parce que je suppose que des mouvements de feu, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que le dragon de feu. Donc bon, on verra bien un petit peu tout ça par la suite. Mais Tanjiro utilise ça, sauf qu'il se rend bien compte que les fils sont bien plus coriaces, et surtout la peau même du fils démon est bien plus coriace, parce que effectivement si les fils sont déjà résistants, on se doute bien que la peau l'est encore plus. Et donc c'est à partir de ce moment là que Nezuko intervient un petit peu, et bon, il y a aussi un flashback où on voit au final la mère de Nezuko justement lui parler, lui dire que son frère est en danger et tout. Donc c'était vraiment au final un épisode où on voit les liens de famille qui étaient dans la famille de Tanjiro et Nezuko, et que malgré malheureusement la mort de ses parents, les liens sont toujours là, et les liens entre Nezuko et Tanjiro sont hyper forts. Donc on a Nezuko qui utilise son pouvoir sanguinaire qui en fait transforme le sang en feu. Finalement, et donc elle l'utilise pour sauver un petit peu Tanjiro, et même pour l'aider, j'ai envie de dire, dans son combat. Donc bon, on voit que Nezuko, boum, elle utilise directement une technique sanguinaire, donc ça veut bien dire qu'elle a un gros niveau. Nezuko, déjà tu vois dans sa régénération, etc., qu'elle est très forte. Mais alors là, j'attends vraiment le jour où on va la voir se battre à 100%. Parce que là, pour le coup, c'était plus... on a plus vu Tanjiro dans ses retranchements que Nezuko pour le coup, mais j'attends de voir un gros combat avec Nezuko parce que ça risque d'être assez énorme. Parce que bon, l'air de rien, utiliser une technique sanguinaire et tout, c'est pas tous les démons qui font ça. Donc bon, on peut se dire qu'elle est pas loin d'un niveau d'une lune en fait, finalement.
Enfin bon, à voir, parce que je suppose que même dans les lunes, il y a des niveaux différents, et peut-être qu'ici, bah, c'était la lune la plus, entre guillemets, nulle de toutes. On verra bien ça par la suite, très certainement. Donc on a Tanjiro qui finalement arrive à utiliser ses petites techniques et arrive au coup du fils. Et bah, grâce au sang qu'il y avait sur son épée, boum, ça aussi, ça se transforme au final en feu. Donc c'était du sang de Nezuko qui a tout simplement sur l'épée de Tanjiro. Et ça se transforme aussi en feu, ce qui permet de trancher la tête du fils démon. Bon, clairement, je vais pas parler de l'animation et tout, de l'épisode des musiques et tout, parce que c'était juste incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je pense que c'est le meilleur mot qui définit l'épisode à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé justement de l'épisode en commentaire, mais je pense que là, on est sur un épisode qui est un petit peu, enfin, d'après moi en tout cas, qui est un petit peu plus haut au niveau de ce qu'on a eu jusqu'ici, et même par rapport à les épisodes de Zenitsu, etc. Là, c'était juste incroyable de voir justement Tanjiro évoluer comme ça, même Nezuko, hein, au final, qui a évolué parce qu'elle a débloqué son pouvoir sanguinaire, et bon voilà. Tout simplement, le combat était méga stylé, revoir des flashbacks, etc., en apprendre un petit peu plus, c'était stylé. Donc j'ai envie de dire que je mets un 11 sur 10 à cet épisode pour le coup. Je vous laisse là, je vous dis à très très bientôt pour le prochain. Ciao, ciao.